Bonjour, chers coordonnateurs et tous les invités ici présents. Avec votre permission, je vais rapidement vous présenter les dispositions nationales pour la promotion de la gestion durable des forêts au Togo. Comme nous tous nous le savons, le Togo fait face à de nombreux défis environnementaux depuis des années et pour cela, il a mis en place plusieurs dispositions nationales pour promouvoir la gestion des forêts et conformément aux engagements internationaux et aux enjeux nationaux de préservation des écosystèmes. Ma présentation sera articulée sur le plan suivant. Donc, nous allons voir tout d'abord le cadre institutionnel de gestion des ressources forestières, le cadre politique et stratégique, le cadre législatif. Nous allons faire un clin d'œil sur les dispositions réglementaires de gestion durable des forêts. Et nous allons voir les initiatives et perspectives, le financement de la gestion durable des forêts, et puis nous allons terminer par les dispositifs opérationnels de contrôle de l'exploitation forestière. En termes d'institutions, nous avons le ministère de l'Environnement en tête, qui est organisé par arrêté numéro 001-2013 du 20 août 2013. Et ce ministère comprend en tête le cabinet, un secrétariat général, les directions centrales, notamment la direction de l'environnement, la direction des ressources forestières, la direction de la planification et la direction des affaires administratives et financières. Nous avons des directions régionales qui sont des services déconcentrés et puis les directions préfectorales aussi, donc à l'intérieur, qui assument la mise en œuvre des décisions de tout ce que nous planifions au niveau central. Il faut noter que la direction des ressources forestières est la structure centrale, la structure qui s'occupe principalement des aires protégées, et la faune et les forêts au sein du ministère. Donc, c'est la direction qui se charge de la gestion durable des forêts et des aires protégées. C'est elle qui est chargée de l'élaboration, la mise en œuvre des politiques, les plans d'aménagement et de gestion des forêts. Outre les directions centrales que nous avons citées, nous avons des structures et des institutions rattachées au ministère. Et en l'occurrence, nous avons l'Office de développement et d'exploitation des forêts, l'ODEF, qui est chargé de l'équipement, de la valorisation du domaine forestier national. Et il est également chargé de l'extension de ces domaines, de leur aménagement et puis le traitement des peuplements forestiers et domaniaux préexistants sur le territoire. Donc, l'ODEF se charge également d'étudier l'introduction de nouvelles essences forestières et la valorisation du matériau bois. Et cette structure produit les forêts et les exploite conformément à la politique forestière. Nous avons l'Agence nationale de gestion de l'environnement qui se charge de l'intégration des questions environnementales dans les programmes, dans les politiques, les programmes, les projets de développement. Donc, elle veille aux évaluations environnementales et particulièrement à la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale. Donc, elle est chargée de veiller sur les reboisements compensatoires parce que lorsque les projets de développement sont mis en œuvre,
ça touche l'environnement et les ressources forestières. Donc, nous avons également la Commission nationale de développement durable. Et cette commission qui est une structure transversale et composée de représentants des institutions publiques et privées, des collectivités territoriales, des ONG et autres entités intervenant dans la gestion de l'environnement. Donc, elle est impliquée dans la gestion durable des ressources forestières. Donc, les démembrements de ces organes consultatifs sont... Il faut rappeler que c'est un organe consultatif dont les démembrements sont au niveau régional, au niveau préfectoral, au niveau communal. Donc, même au niveau cantonal. Donc, il a ces démembrements qui sont en train de relayer les consultations, tout ça là. Donc, nous allons également voir la Commission nationale consultative de gestion des ressources forestières qui est prévue par l'article 138 du Code forestier, dont intervient également dans la prise de décision en lien avec la gestion des ressources forestières. Donc, elle est relayée également à tous les niveaux par des structures de représentation. Donc, nous avons des commissions régionales, des commissions préfectorales, des commissions communales, cantonales et même des commissions villageoises. En termes de cadre politique, nous avons la politique nationale de l'environnement. C'est une politique qui vise la promotion d'une gestion globale et rationnelle de l'environnement et dans le but d'améliorer le cadre et les conditions de vie des populations dans la perspective d'un développement durable. Donc, pour atteindre ces objectifs, cette politique en matière de la gestion des ressources forestières, nous avons comme orientation l'approvisionnement des populations en produits forestiers. Donc, une autre orientation est la préservation du patrimoine forestier et l'augmentation du taux de couverture forestière du pays. Nous avons également la lutte contre la dégradation du milieu par l'intensification du reboisement, l'aménagement des forêts et la promotion de l'agroforesterie ou l'agrosylviculture. La politique forestière, qui est une politique qui vise l'atteinte ou bien l'extension du couvert forestier à 26% à l'horizon 2030 et à 30% à l'horizon 2050. Il faut rappeler que le premier inventaire national, le premier inventaire forestier national du pays a estimé le taux de couverture forestière à 24,24% en 2016. Et c'est fort de cela que cette politique qui a été adoptée par décret numéro 2023/05/PR du 9 juin 2023 a défini cette vision d'atteindre ou bien d'étendre plutôt la couverture forestière à 26% à l'horizon 2030. Dans cette politique définit 5 axes stratégiques. Et le premier axe, c'est l'amélioration de la gouvernance du secteur forestier. Et le deuxième axe stratégique concerne le développement de partenariats efficaces autour de la gestion des forêts, y compris la recherche forestière.
Le troisième axe concerne la promotion d'une production forestière soutenue. Et le quatrième axe statue sur la restauration des peuplements dégradés et la conservation de la biodiversité. Au niveau du cadre stratégique, nous avons le cadre stratégique d'investissement pour la gestion de l'environnement et des ressources forestières. Donc, ce cadre stratégique a défini 5 axes. Donc, le premier axe, c'est l'amélioration de la gouvernance du secteur de l'environnement. Nous avons l'axe qui traite sur la gestion durable des écosystèmes terrestres et aquatiques et la préservation de la biodiversité et puis des services environnementaux. Le troisième axe de ce cadre stratégique concerne la lutte contre les changements climatiques, la gestion intégrée du milieu marin et du littoral. L'axe 4 concerne l'amélioration du cadre de vie et la réduction des risques de pollution. Le cinquième axe stratégique voudrait promouvoir de l'éco-citoyenneté et puis du développement durable et de la transition vers l'économie verte. Nous avons également la stratégie nationale de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Donc, cette stratégie présente également 4 axes. Nous avons la promotion d'une agriculture performante à faible impact négatif sur la forêt. Nous avons la gestion durable des forêts et l'accroissement du patrimoine forestier. Nous avons également la réduction de la pression sur le bois énergie. Et l'axe 4 concerne l'appui à la mise en œuvre des actions transversales de renforcement du processus REDD+. Le Togo a signé, a signé beaucoup de conventions et il faut que le pays internalise ces conventions, raison pour laquelle il a mis en place un cadre réglementaire vraiment approprié, solide, que nous allons voir tout à l'heure. Donc, en termes de cadre législatif, nous avons en premier lieu la loi numéro 2008-09 du 19 juin 2008 portant code forestier. Ce sont des lois qui sont spécifiques à la gestion durable des forêts. Donc, cette loi ou ce code forestier encadre la gestion des forêts et la lutte contre la déforestation et la promotion des aires protégées. Donc, il prévoit des sanctions contre les infractions, notamment les exploitations illégales, que ce soit des produits forestiers, ligneux ou de la faune. Donc, nous avons également la loi numéro 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi cadre sur l'environnement. Et cette loi fixe le cadre juridique général de gestion de l'environnement au Togo. Mais il faut noter que cette loi consacre en son article 61 des dispositions relatives à la conservation de la faune et de la flore qui doivent être gérées de façon rationnelle et participative en vue de préserver la diversité biologique et d'assurer l'équilibre écologique. Cette loi préconise également la protection renforcée des espèces animales et végétales endémiques, les espèces rares et puis les espèces menacées d'insertion, ainsi que leur milieu naturel. Nous avons la loi
numéro 2022-011 du 4 juillet 2022 portant modification de la loi numéro 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiées par la loi numéro 2018-003 du 31 janvier 2018, la loi numéro 2019-006 du 26 juin 2019 et la loi numéro 2021-020 du 11 octobre 2021. Et cette loi reconnaît en son article 82 les compétences spécifiques aux collectivités territoriales en matière de gestion des ressources forestières, notamment la création et la gestion, la protection et l'entretien des forêts et des zones protégées d'intérêt local, le suivi du respect de la réglementation des feux de végétation. Donc, les collectivités locales ont un droit de regard sur la gestion des ressources forestières qui se mènent dans leur ressort territorial respectif. Nous avons également la loi numéro 2009-001 du 6 janvier 2009 portant prévention des risques biotechnologiques. Donc, nous savons que les manipulations des ressources biologiques portent atteinte à l'environnement. Donc, cette loi répond à ce souci. Donc, l'utilisation durable des ressources biologiques. Donc, il faut que l'utilisation des ressources biologiques soit vraiment contrôlée. Et c'est cette loi qui s'applique aux opérations relatives au développement de ces organismes génétiquement modifiés, à leur mouvement et puis à la mise sur le marché. Donc, en dehors de ces lois qui sont vraiment spécifiques à la gestion des ressources forestières, nous avons aussi d'autres lois, notamment la loi numéro 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial. En son article 578 et 588, nous allons noter que cette loi demande à ce que les propriétaires terriens ne laissent plus les terres non valorisées. Il faut que toutes les terres soient valorisées. Si un terrain ou bien une terre n'est pas exploitée, il faut au moins que ça soit reboisé. Et donc, tout ça, là, c'est pour promouvoir la RPF, c'est-à-dire la restauration des paysages forestiers. Donc, nous avons également la loi numéro 96-004 du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise, donc modifié et complété par la loi numéro 2003-012 du 14 octobre 2003. Donc, le code minier va intégrer les questions de restauration des sites miniers et pour pouvoir assurer l'équilibre, parce que quand il y a l'exploitation minière, c'est des forêts qui sont en train de partir et il faut remettre en état ces sites miniers. Nous avons également la loi numéro 2016-002 du 14 janvier 2016 portant loi cadre sur l'aménagement du territoire. Donc cette loi va permettre d'intégrer les espaces verts, les ressources forestières, les aires protégées dans le schéma d'aménagement du territoire.
Nous avons également la loi numéro 2010-004 du 14 juin 2010 qui porte sur le code de l'eau. Et le code de l'eau joue un rôle dans la gestion des forêts au Togo, en ce sens que ce code préserve les berges des cours d'eau, les plans d'eau et puis les lagunes. Donc, c'est une loi qui aide aussi, qui aide à la gestion des ressources forestières. Nous avons la loi 2019-006 du 26 juin 2019 qui est relative à la décentralisation et aux libertés locales. Et cette loi a été modifiée par la loi numéro 2018-003 du 31 janvier 2018. Donc, cette loi également permet, dans le cadre de la décentralisation, une prise en compte suffisante de la gestion des ressources forestières à la base, c'est-à-dire au niveau local. Il y a aussi le code pénal qui vient renforcer les lois ou bien les réglementations environnementales. Donc, les articles 756, 761, 779, 780, 794 et puis 812 qui ont prévu des peines pour les infractions liées à l'environnement et aux ressources forestières. Donc, en termes de dispositions réglementaires, tous les décrets que nous avons affichés ici sont des tests d'application de ces lois que nous venons de voir. Et nous allons citer, particulièrement, nous allons mettre un accent sur le décret numéro 2021-083-PR du 11 août 2021 portant interdiction de l'exportation des produits forestiers sous forme brute et semi-brute. Donc, ce décret voudrait que les produits forestiers soient transformés au moins jusqu'à un niveau sur le territoire pour que cela contribue à l'économie du pays. Donc, c'est pourquoi on n'exporte plus du bois du Togo sous forme de cet état. Bon, donc, aujourd'hui, on note le développement de ce secteur, du secteur de transformation, les usines de transformation, dont l'unité de gestion est QUITEB, le comité, je crois, comité de l'unité de transformation du bois. Donc, au niveau, nous avons le décret numéro 2019-092 PR du 22 avril 2009 qui porte organisation et fonctionnement du Fonds national de développement forestier. Donc ça, c'est pour assurer un financement durable du secteur forestier. Donc, le décret numéro 2009-302 PR du 30 décembre 2009 portant réglementation des feux utilitaires et des feux précoces. Donc, tout ça là, c'est pour gérer de façon durable les écosystèmes, les forêts qui existent. Nous allons voir également le décret ce décret qui est important, le décret 2023-024 PR du 15 mars 2023 relatif au mécanisme de carbone
qui incite les promoteurs privés du secteur forestier à investir dans le reboisement et contribuer par conséquent à la réalisation de l'objectif d'extension du couvert forestier. Donc, cette loi permet d'inciter les opérateurs économiques d'investir pour le reboisement à des fins de crédit carbone. Nous avons l'arrêté numéro 011/MERF/CAB du 13 juillet 2006 portant réglementation de l'exportation et de réexportation de bois, de teck et autres essences forestières et l'arrêté numéro 041/MERF/SG du 5 décembre 2011 qui le modifie. Il faut que nous puissions faire un clin d'œil sur ce qui se fait en matière de foresterie communautaire. La foresterie communautaire est en plein essor au Togo. Le gouvernement encadre ce secteur-là par des arrêtés, notamment l'arrêté numéro 058/MERF/SG/DRF du 13 juin 2016 qui fixe le canevas de convention des forêts. L'arrêté qui suit également qui fixe le canevas de charte des forêts communautaires au Togo. Nous avons l'arrêté numéro 060/MERF/SG/DRF du 13 juin 2016 qui définit la procédure de création ou d'attribution et de gestion des forêts communautaires au Togo. Donc, tout ce qui concerne la procédure de création des forêts communautaires jusqu'à l'élaboration des conventions, des chartes, tout ça là, sont prévus par ces arrêtés. Donc, l'arrêté numéro 057/MERF/SG/DRF du 13 juin 2016 définit également le canevas de plan simple de gestion des forêts communautaires au Togo. Donc, les forêts communautaires doivent faire objet de plans simples de gestion, comme les aires protégées étatiques qui doivent faire l'objet de plans d'aménagement et de gestion. Donc, en termes d'initiative, les efforts que le pays est en train de consentir au titre des engagements pris au niveau international. Donc, le Togo vise à restaurer au titre de l'engagement de l'initiative africaine pour la plantation de 100 millions d'hectares. Donc, le Togo vise à restaurer dans ce cadre 1,4 million d'hectares de terres dégradées d'ici 2030. Le ministère de l'Environnement est en train de promouvoir également la foresterie communautaire, je l'ai tantôt dit. Donc, il vise à mettre en place 117 forêts communales et cela a déjà commencé. Nous pouvons citer l'exemple de la commune Lac 1 qui a déjà sa forêt communale. Il y a d'autres communes qui sont également à pied d'œuvre pour la mise en œuvre ou bien la création de leur forêt communale. Donc, nous avons également à créer 400 forêts cantonales. Donc, les cantons, chaque canton doit avoir sa forêt. Donc, nous avons au total 400 cantons qui doivent avoir leur forêt cantonale. Donc, le Togo s'est lancé depuis 2021 dans un reboisement intensif de 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030. Et depuis 2021,
Le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières a déjà organisé 4 campagnes nationales de reboisement. Ces campagnes ont permis, sur toute l'étendue du territoire, de mettre en terre 24 741 839 plants sur une superficie de 34 615 hectares et plus de 55 000 hectares de plantations aménagées. Donc, le pays est en train de faire également la promotion de l'agroforesterie et la foresterie communautaire et communale. Donc, la forêt, la promotion des forêts communautaires a pour objectif de lutter contre les pressions exercées par les populations sur les ressources forestières. Donc, ces forêts communautaires qui sont aussi érigées autour des aires protégées permettent de sécuriser ces aires protégées de l'État contre les pressions des communautés. Donc, nous avons également la promotion la promotion de l'aménagement et gestion durable des forêts. Donc, tout ce qui concerne les plans d'aménagement qui sont en cours qui sont élaborés, qui sont en cours de mise en œuvre et d'autres qui sont en cours d'élaboration. Nous avons également la réforme du système de gestion des aires protégées avec un objectif de sécuriser 578 245 hectares d'aires protégées, soit environ 10,21% du territoire national. Le pays s'engage également à créer un office national des aires protégées par décret numéro 2023-112 du 26 octobre 2023 et l'opérationnalisation de cet office est en cours. Bientôt, nous espérons que ça va aboutir. Donc, cet office a pour objet de faire davantage dans la gestion des aires protégées. Donc, c'est pour cette raison que cet office est créé pour plus de mobilisation de fonds pour la gestion des aires protégées qui souffrent beaucoup de financement. En termes d'initiatives, également, nous avons la promotion des aménagements hydro-agricoles et des zones d'aménagement agricole planifiées que le ministère de l'Agriculture met en œuvre, et ceci pour une meilleure organisation des producteurs. Donc, cette initiative permet un reboisement et permet plutôt une agriculture intensive aux dépens de l'agriculture extensive itinérante qui détruit vraiment nos ressources forestières. Nous avons également le développement des zones d'aménagement de production bovine. Nous tous, nous savons l'impact de la transhumance, l'impact de l'élevage des bovins, tout ça là sur le sol et donc sur les ressources forestières. Donc tout ça là est planifié pour contribuer à la gestion des ressources forestières. Nous avons également la formation sur les bonnes pratiques en matière de gestion durable des terres et des forêts. Donc, le ministère de l'Environnement est en œuvre pour la formation des communautés sur ces bonnes pratiques. Depuis 2021, le ministère de l'Environnement, sur financement de l'État, est en train de conduire 3 projets qui sont très importants. Nous avons le projet national de reboisement, le projet bois énergie
le projet national de gestion des aires protégées. Et ces projets, comme je l'ai tantôt dit, sont entièrement financés par l'État, qui a déjà des difficultés financières. C'est le lieu de faire le plaidoyer, de lancer encore un appel aux partenaires techniques et financiers pour le soutien de ces projets qui souffrent d'insuffisance de financement. Donc, le Togo s'est engagé également dans le financement des forêts à travers le FNDF, le Fonds national de développement forestier, qui a été mis en place pour financer le développement, le financement des ressources forestières. Nous avons aussi le budget d'investissement et d'équipement, c'est le budget de l'État. Nous avons aussi le FEM qui met à disposition des fonds pour la gestion des ressources forestières. Nous avons le Fonds national pour l'environnement et tous ces fonds-là qui constituent qui appuient la gestion des ressources, le financement de la gestion des ressources forestières. En dehors de ces financements de l'État, nous avons les partenaires techniques et financiers qui appuient le Togo, notamment nous voulons parler de l'Union européenne. Nous voulons parler de l'Union européenne, la coopération allemande, l'Agence française de développement, la Banque mondiale, Luxembourg, le programme national, le programme des Nations Unies pour le développement, la FAO et puis l'aide. Et tous ces partenaires que nous tenons à remercier encore pour les appuis multiformes qu'ils accordent à notre pays dans le cadre de la gestion de l'environnement et plus particulièrement la gestion des ressources forestières. En termes de dispositifs opérationnels de contrôle de l'exploitation forestière, le pays a mis en place une procédure pour pouvoir contrôler les exploitations forestières. Donc, cela veut dire que l'exploitation forestière au Togo n'est pas libre. L'exploitation est contrôlée au Togo, bien encadrée par la réglementation. Pour ce qui concerne les coupes des arbres, même les transports, tout ça là, qui exige l'autorisation légale qui est délivrée par l'administration forestière. Donc, l'autorisation de coupe est un document qui est délivré par le ministère chargé des ressources forestières, le ministère de l'Environnement, et qui permet à un individu ou à une entreprise d'effectuer légalement des opérations d'abattage d'arbres ou de défrichement. Ce processus vise à garantir le respect des normes environnementales et de la réglementation forestière, protégeant ainsi les écosystèmes forestiers. Les demandes d'autorisation de coupe, nous avons la demande d'autorisation qui est soumise par un exploitant forestier agréé, une personne physique. Donc, c'est ça la procédure que nous suivons. Donc, l'exploitant fait sa demande et cette demande fait l'objet de vérification par l'administration forestière, donc qui va évaluer la disponibilité, la conformité au plan de gestion et le paiement de redevances. Donc, l'exploitant, pour avoir son autorisation, doit payer une redevance
pour pouvoir faire l'exploitation, la coupe. Donc, nous avons la délivrance du permis de coupe qui est attribué pour un nombre limité d'arbres, de volume, de stères ou de catégories de bois. Donc, dans l'autorisation, il faut dire que le nombre de pieds à couper et le volume est précisé dans l'autorisation. Et tout ça là est vérifié à la mise en œuvre. Il faut noter également que le permis ou bien l'autorisation de coupe n'est pas cessible. On ne peut pas, un exploitant ne peut pas prendre son autorisation donnée à un autre exploitant pour exécuter. Nous avons aussi le contrôle des assiettes de coupe qui est délimité par des agents. Donc, il y a des agents forestiers qui marquent physiquement les arbres à abattre. Lorsque l'exploitant a un permis de coupe ou bien une autorisation de coupe, il y a le constat qui se fait sur le terrain par les directeurs préfectoraux de l'environnement et des ressources forestières qui vont faire l'étude sylvicole, marquer les pieds à couper. Donc, tout ça là, c'est des contrôles qui sont mis en place pour éviter la surexploitation ou bien les fraudes. Les pièces à fournir pour l'obtention de ces autorisations, qu'il s'agisse des plantations, nous avons la demande timbrée adressée au ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Nous avons l'attestation de reboisement de la plantation, ce que nous appelons aussi communément titre de reboisement. Nous avons également les pièces d'identité en cours de validité qui doivent faire partie du dossier de demande d'autorisation de coupe. La preuve de propriété du terrain pour éviter que quelqu'un n'aille exploiter sur le terrain de quelqu'un d'autre. Donc, il y a le contrat d'achat en cas de cession de la plantation. Si la plantation appartient à X personnes qui la vend à un exploitant, il faut le contrat d'achat de cette exploitation. Donc, la charte ou convention pour une forêt communautaire, s'il s'agit d'une forêt communautaire, pour que ça soit exploité, nous exigeons la charte ou la convention. S'il s'agit des essences naturelles, l'exploitation des essences naturelles, l'administration forestière exige une demande timbrée. Donc, en dehors de cette demande, le demandeur doit joindre les pièces d'identité en cours de validité. Il doit également joindre la preuve de propriété du terrain, le contrat d'achat lorsqu'il s'agit d'une cession de bois. Donc, nous avons également comme pièce à fournir, la charte de convention lorsqu'il s'agit d'une forêt communautaire. Nous allons dire qu'aujourd'hui, l'administration forestière est en train de procéder à la digitalisation du secteur de l'exploitation. Donc, l'exploitation, bientôt, ne va plus se faire vraiment comme ça se fait aujourd'hui, mais sera digitalisée pour permettre aux exploitants de pouvoir faire leurs demandes à distance et que le traitement se fasse. Et à l'aboutissement, on peut le notifier pour qu'il vienne chercher son autorisation. En termes de permis de transport, d'autorisation de transport et de permis de circulation, nous avons la demande de permis de transport, donc qui est introduit au niveau du ministère de l'Environnement.
cette demande va être l'objet de vérification pour sa légalité et son origine. Donc, après cette étape, il y aura paiement de la taxe de circulation. Donc, le transport, la circulation des produits forestiers ne sont pas gratuits. Il faut payer pour pouvoir transporter le truc là. Tout ça là pour contribuer au budget de l'État. Donc, nous avons également le contrôle sur le terrain. Donc, toutes les exploitations, les coupes qui se font sont contrôlées sur le terrain et au moment du transport également, le ministère a érigé des postes de contrôle et même la douane appuie ce contrôle pour pouvoir éviter que les forêts soient exploitées ou bien ces transports se fassent de façon illégale. C'est des dispositions qui sont mises en place pour éviter l'exploitation illégale des ressources forestières. En cas d'irrégularité ou bien du non-respect de cette procédure, les produits sont confisqués, sont saisis, y compris les moyens qui ont servi à son transport, le véhicule qui a transporté les produits, et les produits sont saisis contre une amende avant la libération du véhicule et de l'équipement. Mais les produits forestiers autres ne sont plus restitués. Parlant de la commercialisation des produits forestiers, la vente est autorisée uniquement pour les bois légalement obtenus. Lorsque, par exemple, dans un dépôt mis en place ou bien installé de façon illégale, qui n'a pas de papier, lorsque quelqu'un achète du bois dans ce dépôt, ce bois est saisi. Donc, nous avons également la mise en place de taxations à la vente ou à l'export. Donc, les produits sont soumis à des droits et à des taxes d'abattage, d'export et de transformation. L'exportation est réglementée également par la soumission d'un certificat d'origine et des formalités douanières. Donc, tout ça là pour limiter vraiment les fraudes dans l'exploitation des ressources forestières. Les produits commercialisés hors du cadre légal ou sans permis sont saisis et sont objets d'amende. Donc, les dispositions sont également en cours pour la traçabilité et le marquage des bois. Donc, depuis un certain temps, le ministère s'est engagé dans le processus pour promouvoir la traçabilité de tout ce qui est exploité, commercialisé en termes de bois ou de ressources ligneuses. Dans ce tableau, nous voyons les types de permis ou d'autorisations qui sont délivrés par l'administration forestière, notamment le permis de coupe, permis de transport, la concession de forestière, tout ce qui est lié à la concession forestière, les autorisations exceptionnelles, le droit d'usage communautaire. Donc, tous ces documents sont délivrés par l'administration forestière et avec pour objectif peut-être d'autoriser la coupe d'arbres dans une zone et pour une période bien déterminée dans le cas de coupe. Donc, nous avons pour le permis de transport comme objet d'autoriser le transport de produits forestiers. Pour la concession forestière, l'objet, c'est l'exploitation à long terme d'une grande forêt classée. Si l'exploitation va s'étendre sur une période relativement longue, on procède à une concession. Également pour l'exploitation à des fins non commerciales,
Peut-être on peut parler de dégagements que les gens demandent pour installer des infrastructures. Tout ça, là, c'est des autorisations spéciales que nous donnons. Dans le cas, par exemple, des forêts communautaires, les communautés qui ont leur forêt communautaire ont le droit d'usage. Ils doivent pouvoir jouir de leur forêt communautaire. Donc, l'administration forestière leur donne de l'autorisation pour pouvoir exploiter leur forêt communautaire sous des conditions vraiment bien déterminées. Il faut des dossiers administratifs, le paiement de redevances, le respect des espèces et les volumes, tout ça qui sont contrôlés. Pour conclure, il faut dire que le Togo, comme nous venons de le voir, dispose d'un arsenal d'outils qui doivent normalement permettre une gestion durable des forêts. Mais qu'est-ce qui est constaté? Malgré tous ces efforts, la dégradation des ressources forestières continue. Et depuis 2016, le premier inventaire forestier national nous a fait savoir que le taux de déforestation s'élève à 5679 hectares par an. Donc, la dégradation des ressources forestières continue normalement et il y a nécessité de prendre des mesures complémentaires pour pouvoir maîtriser cette situation. Donc, nous devons, en ce sens, renforcer l'application de la loi et la mise en œuvre des dispositions existantes. Nous voulons dire un sincère merci encore aux partenaires techniques et financiers que nous venons de citer, qui nous appuient vraiment dans le cadre de la conservation et la gestion durable de nos forêts. Et nous les invitons à ne pas être fatigués, à nous soutenir davantage pour que vraiment nous puissions atteindre les objectifs que le pays a fixés. Et je vous remercie. Je suis M. Notokwe Komlavi, spécialiste en sauvegarde environnementale et sociale du projet d'appui au pistes rural. La présentation du lieutenant-colonel m'a vraiment intéressé et j'ai vraiment beaucoup de préoccupations, vous imaginez. Donc, la première préoccupation a trait à la question du reboisement compensatoire. Je voulais savoir de façon précise et exacte comment se fait le reboisement compensatoire, comment cela est déterminé en termes d'effectifs, de plans à reboiser et en termes de surface à reboiser. Parce que le plus souvent, je suis dans les infrastructures, nous faisons les routes. Des fois, il arrive que pour les questions d'aménagement routier, qu'il y ait des dégradations du couvert végétal. Et par rapport aux études d'impact, on prévoit des reboisements compensatoires. Maintenant, lors des évaluations, lors des validations dans les ateliers de l'Agence nationale de la gestion de l'environnement, on constate que les règles ne sont pas les mêmes. Des fois, on vous dit pour un arbre planté, il faut replanter 3. Pour un arbre planté, il faut replanter 10. C'est quoi les règles exactes? En termes d'arbres coupés et d'arbres à reboiser, et en termes de surface dégradée et de surface à reboiser. Donc, je pense que l'occasion est l'occasion est donnée pour que vraiment les spécialistes que vous êtes, le coordonnateur et les autres lieutenants-colonels des eaux et forêts, puisque c'est eux qui ont en charge des questions de reboisement, de nous dire précisément ce qu'il faut faire, quelle est la règle qu'il faut respecter de façon concrète et précise, pour qu'il n'y ait plus de discussions suivant les projets ou bien suivant la tête des clients. Ça, c'est la première préoccupation. Seconde préoccupation, dans la présentation, il a parlé du cadre juridique et de plusieurs lois. Parmi ces lois-là, j'ai noté une loi portant sur l'incitation des promoteurs privés du secteur forestier. Le lieutenant-colonel en a parlé. Je voulais savoir en quoi consistent exactement ces incitations-là. Parce que dans sa présentation, il ne nous a pas dit clairement
ces incitations-là vont porter sur quoi exactement pour les promoteurs privés et des projets de reboisement, ceux qui font les projets de reboisement en privé. Qu'est-ce qu'ils gagnent en le faisant de façon claire? Parce qu'on a tendance, vu la pratique, comme si on est plutôt contraint. Si on fait cette pratique-là, vous-même, vous avez votre terrain, vous-même, vous financez le reboisement, et maintenant, pour exploiter, il faut encore demander l'autorisation, payer encore des taxes. Bon, maintenant, l'incitation-là, en quoi cela consiste-t-il exactement? Et autre préoccupation, par rapport aux autorisations de coupe des arbres. Bon, nous sommes tous nous faisons tous partie du gouvernement, nous menons tous des actions gouvernementales. Pour les projets, quand on veut couper les arbres, il faut avoir des autorisations. Maintenant, précisément, c'est vrai, on en convient. Mais pour quel effectif d'arbres à couper faut-il demander les autorisations? Y a-t-il un effectif minimal? Y a-t-il des conditions sur lesquelles il faut se baser pour pouvoir demander ces autorisations-là? Y a-t-il une surface minimale requise? Ou bien y a-t-il un niveau de développement des arbres qu'on veut couper avant de demander ces autorisations? Je voudrais savoir, par rapport aux projets, pas des projets privés, mais des projets gouvernementaux. Parce que le plus souvent, moi, je suis eau et environnement également, je suis du secteur des eaux et forêts. Je connais un peu, mais je travaille avec les infrastructures. Parce que les préoccupations ne sont pas toujours les mêmes. Des fois, vous dites certaines choses, ils pensent que vous voulez bloquer les projets. Vous voyez? Donc, c'est vrai que qu'en faisant les projets, il faut respecter les tests de la République. On est tous d'accord là-dessus. Mais comment faire en sorte que nos patrons des autres côtés aussi comprennent la nécessité de cela pour ne pas qu'ils pensent qu'on est en train de bloquer ou bien de retarder les projets en exigeant ces autorisations-là. J'espère que vous me comprenez à peu près la préoccupation portée. OK. Et maintenant, pour la délivrance de ces autorisations-là, quelle est la durée exacte? On soumet une demande. Pendant combien de temps? Ou bien à l'issue de quelle durée on aura l'autorisation? OK. Je vous remercie. Je suis Saka Mohamed. Je suis étudiant en master de forêt et changement climatique à l'Université de Lomé. Alors, ma première question concerne les initiatives, notamment l'initiative de restauration des 1,4 million d'hectares de terres dégradées à l'horizon 2030. Alors, j'aimerais savoir, au jour d'aujourd'hui, quel est le bilan à mi-parcours de cette initiative, étant donné que 2030, c'est vraiment bientôt. Alors, ma deuxième préoccupation concerne la gestion durable des forêts. J'aimerais savoir quel est le budget octroyé à la gestion durable des ressources forestières dans notre pays. Et également, du côté recherche, on ne peut pas parler de développement durable sans parler de la recherche, sans financer la recherche. Et j'aimerais savoir quel est le budget qui est octroyé au côté recherche dans le domaine de la gestion durable des ressources forestières. Et également la question de l'exploitation illégale. Le lieutenant-colonel a présenté beaucoup de choses concernant le cadre légal, le cadre institutionnel, mais le constat sur le terrain est tout de même vraiment déplorable en ce qui concerne la dégradation des ressources forestières. Et moi particulièrement, je travaille sur la vulnérabilité du secteur forestier face au changement climatique et je travaille sur une aire protégée. Une aire qu'on dit protégée, mais quand on va sur le terrain, ce qui se passe réellement, c'est tout autre chose. Tout ce qui sort des forêts protégées de notre pays, c'est vraiment déplorable. Et j'aimerais savoir quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour lutter contre l'exploitation illégale de nos aires protégées. Merci. Merci encore une fois. Moi, c'est Bouti Patekon, commandant des eaux et forêts, au niveau de la direction des ressources forestières dans la division des forêts. OK. Bonjour monsieur et bonjour à tous.
Moi, c'est Komi Guédé. Je suis le coordonnateur de l'association des fabricants de fours et foyers améliorés du Togo. Bon, c'est vrai que j'ai pris le train en marche et vers la fin, le présentateur disait que malgré les efforts du gouvernement, la dégradation des ressources forestières continue. Bon, moi, en tant que responsable d'une structure œuvrant dans la cuisson propre, j'aimerais demander comment est-ce que l'ODEF envisage-t-il intégrer la promotion des solutions de cuisson propre dans ses actions de sensibilisation pour réduire la pression sur les ressources forestières au Togo. Parce que selon les études, la majorité des Togolais continuent toujours d'utiliser le bois et le charbon pour la cuisson. Voici ma question. Merci beaucoup. Donc, j'aimerais revenir rapidement sur le sujet du budget alloué aux études, à l'étude sur la forêt. Nous voyons qu'au Togo, actuellement, il n'y a pas assez de financement. Comme le lieutenant-colonel l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de projets du ministère pour la forêt, mais il n'y a pas d'appui financier à ces étudiants qui se donnent pour faire des études dans l'environnement et plus précisément au niveau de la foresterie. Et de deux, ma deuxième question, c'est de savoir quelle est la stratégie de suivi des plans qu'on met en terre chaque année. Le lieutenant-colonel l'a dit qu'il y a déjà 24 millions, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire plus de 24 millions de plans qui ont été mis en terre selon les objectifs. Mais je me demande, est-ce que si nous allons sur le terrain actuellement, ces 24 millions, plus de 24 millions de plans, est-ce que nous allons en trouver du moins que la moitié de ces plans? Donc, quelle est la stratégie de suivi que le ministère met en place pour suivre les plans? Et la troisième préoccupation, c'est que, si possible, est-ce que le ministère peut mettre en place des points focaux au niveau de chaque collectivité territoriale ou administration territoriale pour un appui et un suivi avec les agents eaux et forêts. Voilà, merci beaucoup. Par rapport au premier intervenant, l'intervention sur le reboisement compensatoire en termes de surface ou bien superficie à reboiser et au nombre de plants conformément à ce qui est endommagé ou bien coupé lors de l'exécution des travaux. Et ce que je peux dire par là, c'est que avant la mise en œuvre des activités sur le terrain, nous avons nos représentants du ministère de l'Environnement qui sont les directeurs préfectoraux de l'environnement et des ressources forestières. Nous avons les directeurs régionaux de l'environnement et des ressources forestières qui sont au niveau local et qui font le constat. Ils vont sur le terrain avec les promoteurs du projet et qui font le constat de tout ce qui sera fait comme dégâts liés aux ressources forestières. Donc, c'est par rapport à ce constat, le nombre de pieds d'arbres qui sera coupé ou bien élagué ou bien endommagé et la superficie qui sera dénudée. Tout ça là, c'est au vu de ce constat là que le ministère de l'Environnement, dans le plan de gestion environnementale, établit l'équivalent de ce qui doit être détruit à être
replanter. Voilà un peu ce que je vais dire par rapport au reboisement compensatoire. Comme le mot même le dit, ce qui est détruit doit être replanté ailleurs. Donc, ça ne se fait pas de façon arbitraire, mais c'est compte tenu du constat fait sur le terrain et l'évaluation des dégâts qui sont faits, qu'on fixe la superficie à reboiser ou le nombre de pieds d'arbres qu'il faut remettre en terre. Merci beaucoup. Dans les évaluations environnementales, il a été prévu que quand vous détruisez les arbres, il faudrait quand même penser à restaurer, à remettre ce que vous avez fait. Et de par le passé, la pratique, c'est que quand vous détruisez un arbre, il faut en planter 3. Mais on était en train de réfléchir. Est-ce que planter 3 arbres, c'est la solution? Puisque quand on prend les espèces n'ont pas les mêmes valeurs. Quand on prend par exemple le baobab au nord, ce n'est pas la même chose qu'au sud, vice-versa. On prend le palmier au sud, ce n'est pas la même chose. Et même quand on prend les espèces du point de vue rôle écologique, que ces espèces sont appelées à jouer, est-ce que c'est la même chose? C'est en ce sens que on s'est dit que la pratique est en cours, elle est bonne, mais il va falloir améliorer. Et présentement, il y a une étude qui est en train d'être menée avec l'université, avec le professeur Adjonou. C'est à l'issue de cette étude qu'on verra, au vu des milieux écologiques qu'on a, au vu de la sensibilité de chaque milieu et du contexte propre, quelle va être vraiment la règle de calcul. Si on détruit une espèce au sud, quelle va être la compensation qu'on va faire par rapport à cela? Si on détruit au nord et vice-versa, je crois que cette étude va être validée ensemble avec l'ensemble des acteurs. Elle nous permettra d'avoir beaucoup plus une base solide en termes de reboisement compensatoire qui pourra vraiment améliorer ce secteur. Sinon, M. Notokwe, ce n'est pas la tête du client, ce n'est pas le ministère des Transports routiers seul. C'est une pratique ancienne, mais nous sommes en train de voir comment faire pour pouvoir améliorer cette pratique. Voilà un peu l'intervention que je voulais faire par rapport à M. Notokwe et pour dire merci beaucoup pour la question. La deuxième question du premier intervenant qui concerne l'autorisation que le promoteur d'un projet devrait demander, et ceci par rapport au mécanisme d'incitation ou bien à l'appel que le ministère de l'Environnement fait par rapport au reboisement. En réalité, si quelqu'un fait le reboisement ou bien quelqu'un installe sa plantation, au moment de l'exploitation, il doit demander l'autorisation. D'abord, quand tu installes ta plantation, il faut veiller à ce que tu aies l'attestation de reboisement. Ce qui prouve que la plantation t'appartient. C'est comme comment l'appelle-t-on, l'acte de naissance de la plantation, qui prouve que vous êtes le propriétaire de la plantation et que quelqu'un d'autre ne quitte ailleurs venir exploiter à votre place. Donc, c'est au moment de la demande de l'autorisation que ces pièces sont exigées. S'il n'y a pas d'autorisation, là, tout le monde peut aller exploiter là où il veut et peut venir exploiter dans ton domaine. Rien ne prouve que c'est pour toi la plantation ou pour celui-là qui est venu exploiter de façon illégale. Donc, pour dire juste que l'obtention de l'autorisation prouve d'abord
la légalité de l'exploitation et ça protège aussi les propriétaires des plantations contre les exploitations frauduleuses. Donc, ce n'est pas une punition. Et quelque part aussi, il faut le dire, c'est une façon, ce qui sera payé, la modique somme qui sera payée pour l'obtention de l'autorisation, c'est pour contribuer au budget de l'État. Donc, c'est comme une petite taxe. Et c'est comme ça que nous allons percevoir les choses. Ce n'est pas en réalité une punition. Par rapport à la troisième question, liée aux conditions ou bien à l'effectif d'arbres à couper avant de faire la demande d'autorisation, si je comprends bien la question là. En réalité, il n'y a pas un nombre défini pour lequel il faut demander l'autorisation. C'est une façon de signaler, de dire à l'administration forestière que tu veux couper et que la coupe que tu veux faire n'est pas illégale. Donc, même si c'est un seul pied que tu veux couper, c'est pour une raison bien déterminée. Peut-être vous voulez en faire quelque chose, ou bien peut-être vous voulez dégager ce pied pour pouvoir construire quelque chose. Il faut juste signaler que vous voulez faire telle chose et que vous avez besoin de dégager un pied, 2 pieds, 3 pieds dans votre domaine. Donc, il n'y a pas d'effectif défini pour la demande d'autorisation d'abattage ou bien de coupe. Au niveau de la question 4 qui concerne la durée d'obtention des autorisations. Il n'y a pas une durée définie pour l'obtention d'autorisation de coupe. Lorsque la demande de coupe, la demande d'autorisation de coupe est lancée, ça vient au niveau de la direction des ressources forestières. La direction des ressources forestières va renvoyer la demande de coupe à la direction régionale de l'environnement et des ressources forestières et à la direction préfectorale concernée. Le directeur préfectoral va procéder à tout ce qui concerne le constat. Il va aller constater, il va faire le constat sur le terrain pour voir vraiment si ce que vous demandez à couper est vraiment disponible. Est-ce qu'il y a ça vraiment? Et est-ce que c'est l'endroit où vous voulez vraiment couper? Il va faire tous ces constats, établir le PV de constat et donner son avis conformément au constat qu'il a fait sur le terrain. Il renvoie le dossier avec le procès verbal et l'avis à la direction des ressources forestières. Et si l'avis est concluant, on établit l'autorisation de coupe qui est renvoyée au niveau du cabinet pour la signature par le ministre. Donc, c'est le ministre de l'Environnement qui signe les autorisations de coupe. C'est comme ça que ça se fait. Donc, c'est toutes ces procédures-là qu'on respecte et ça peut prendre relativement de temps en fonction de la disponibilité de ceux qui font le travail. Donc, il n'y a pas une durée pour dire que quand vous faites une demande d'autorisation de coupe, dans les délais de 112 heures ou bien de 48 heures, ça doit sortir. Nous espérons qu'avec la digitalisation, peut-être que ça peut s'améliorer, ça peut accélérer l'obtention de ces autorisations.
La question pour le deuxième intervenant, sa première question porte sur l'engagement de restaurer 1,4 million d'hectares. Il a demandé là où nous en sommes. Je vais vous dire que le pays a vraiment une contrainte de financement. C'est pourquoi vous allez voir que les engagements sont pris, mais on n'arrive pas à vraiment atteindre les objectifs escomptés. Sinon, par rapport à la restauration, aujourd'hui, nous sommes à 34 615. J'ai dit ça dans la présentation. 34 615 hectares qui sont déjà reboisés sur l'étendue du territoire. Donc, c'est une question qui nous concerne nous tous. L'investissement dans la restauration des terres, dans le reboisement, c'est ça, tout le monde, nous tous, nous devons, en dehors des appuis des partenaires financiers, et nous aussi, nous devons mettre du nôtre dans le processus pour que nous puissions vraiment avancer. De la même façon, l'ambition décennale de reboisement de 1 milliard, c'est tout ça là qui devrait contribuer à l'atteinte de cet objectif de restauration de 1,4 million d'hectares. C'est pour accélérer l'atteinte de ces objectifs que l'ambition a été lancée. Et chacun d'entre nous, dans cette ambition, devrait fixer sa propre ambition. C'est-à-dire s'approprier de l'ambition, se dire, dans cette ambition de reboisement de 1 milliard d'arbres, qu'est-ce que je peux faire dedans pour pouvoir contribuer efficacement? Donc, cela revient à chacun d'entre nous de mettre du sien pour que nous puissions atteindre ces objectifs. Merci, colonel Abdou, pour ces contributions, mais je voudrais juste apporter des éléments sur la question de la restauration de 1,4 million d'hectares et maintenant aussi l'ambition décennale de 1 milliard d'arbres d'ici 2030. En effet, les deux ambitions en réalité ne sont pas contradictoires. Il faut d'abord noter que quand on parle de la restauration, ce n'est pas seulement ce n'est pas du reboisement exclusivement. C'est-à-dire que la restauration implique plusieurs méthodes, y compris le reboisement. C'est-à-dire le reboisement, on le fait là où les arbres ont été coupés et on plante d'autres arbres pour pouvoir reprendre. Mais aussi, on fait de la restauration simplement par la mise en défense, c'est-à-dire qu'on peut protéger une zone contre les feux de végétation et du coup, la zone elle-même va se restaurer. Et il y a aussi ce que nous appelons aussi de la régénération assistée. Donc, il y a plusieurs méthodes qui contribuent à faire de la restauration. Et donc, si on veut évaluer ces efforts, ils ne s'évaluent pas seulement par rapport au reboisement, mais aussi à ces activités. Et donc, pour parvenir à ça, nous sommes en train de travailler à la mise en place de ce que nous appelons un dispositif, un système national de suivi des forêts qui va nous permettre d'avoir un état de référence. Et donc, à un instant T, on peut donc faire la différence pour rendre compte des efforts qui ont été faits pour vers l'atteinte de ces objectifs ou ces ambitions. Et aussi, quand on dit ambition, ce n'est pas à confondre avec, par exemple, des objectifs. Quand on définit une ambition, ça reste une orientation hautement stratégique
qu'on essaye d'interner à travers maintenant des objectifs à court et à moyen terme. Et donc, souvent, ces efforts ne peuvent pas être jugés à un instant T, mais il faut un peu du temps. Et donc, nous travaillons à mettre en place tous ces dispositifs et nous voulons plus tard faire toujours ces évaluations de façon participative pour que chacun puisse se rendre compte de l'impact de ces actions. Et cela dit, c'est l'effort de tout le monde. Ça veut dire que nous tous, nous sommes appelés à faire des efforts. Et quand on parle des efforts, c'est nos comportements de tous les jours. Même depuis nos maisons, quand nous utilisons de façon peu organisée le charbon de bois, il faut savoir que ça va avoir un impact sur nos forêts. Quand nous utilisons tout ce qui est ressources, donc ça revient à avoir un changement de nos habitudes et pour mieux vivre avec notre environnement. Voilà ce que je voulais compléter. Merci. Je veux répondre à la question concernant le mécanisme mis en place pour l'exploitation illégale. Quelqu'un avait posé cette question. Tout ce que nous avons cité, la mise en place de procédures d'obtention, d'autorisation, tout ça là, contribue à lutter contre l'exploitation illégale. Au niveau local, nous avons des postes de contrôle, au niveau des routes qui contrôlent les autorisations que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de donner aux gens. Quelqu'un qui transporte des produits forestiers, par exemple, arrive au niveau d'un poste de contrôle, il doit montrer l'autorisation, son autorisation de transport. S'il n'a pas d'autorisation de transport, ça veut dire que l'exploitation a été fraudulée. Lorsque quelqu'un coupe et s'il va transporter, il faut qu'il présente l'autorisation de coupe qui lui a permis de couper ces bois qui sont transportés. Donc, c'est des mécanismes qui sont mis en place pour pouvoir contrôler les exploitations qui ne sont pas légales. Voilà. Donc, au niveau du suivi, quelqu'un a posé la question sur la stratégie de suivi des plans qui sont mis en terre. Le ministère a érigé plusieurs niveaux de suivi du reboisement que nous sommes en train de faire. Il y a un suivi au niveau central, même au niveau du cabinet, il y a un suivi qui se fait. Le cabinet fait le suivi, la supervision de tout ce qui se fait comme reboisement. La direction centrale descend sur le terrain pour faire ce suivi. Et au niveau local, les directeurs régionaux, les directeurs préfectoraux qui sont sur le terrain font le suivi quotidien de tout ce qui se fait comme reboisement et comptabilisent tout ce qui est mis en terre. Et par rapport à la mise en place de points focaux, les directeurs préfectoraux de l'environnement ne font pas le suivi seul. Au niveau des villages, les comités villageois de développement sont impliqués dans le suivi de ces plans. Voilà un peu ce qui se fait. Donc, le suivi est hiérarchisé et c'est à plusieurs niveaux. Le PALCC+, agir ensemble pour la biodiversité et le climat.